Dans la lutte pour l'émancipation et l'épanouissement de la femme, l'indépendance financière de celle-ci est indispensable encore plus lorsqu'elle présente un handicap, car personne ne peut totalement s'épanouir en étant complètement à la charge de quelqu'un d'autre. Une triste réalité que subit bon nombre de femmes handicapées qui ont du mal à avoir accès au microcrédit au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale qui a pour thème l'autonomisation économique des femmes handicapées à travers un accès effectif au microcrédit, plaidoyer de l'ONG DEJI. Pour débattre de cette thématique, j'ai sur ce plateau plusieurs invités à qui je laisserai bien évidemment le soin de se présenter. Nous allons démarrer par ma droite. Bonjour Madame Carole, merci beaucoup. Je suis Madame Maroufou Kafilatou Hermione, présidente de l'ONG DEJI. Bienvenue Madame la Présidente. Et juste à côté de vous, nous avons également une dame. Bonjour Madame Carole, je suis Estelle Moussou, chargée de l'organisation au sein de l'ONG DEJI. À ma gauche, c'est des hommes. Le premier... Monsieur, je suis Julien Pidi, consultant en développement organisationnel. Je suis également membre de l'ONG et je partage ses idéaux. Voilà. Et puis, le dernier invité sur ce plateau qui joue un rôle très important. Il a nom Timothée Eriomi, interprète en langue de signes. Merci à vous, chers invités. Et sans plus tarder, nous allons démarrer. Nous allons commencer avec la présidente de l'ONG DEJI. Déjà, commencez par nous présenter votre structure. Merci Madame Carole. L'ONG DEJI est une organisation à but non lucratif et apolitique qui se consacre dans l'autonomisation des personnes handicapées, notamment les femmes. Fondée en 2012 à Cotonou, elle compte 38 membres, dont 23 femmes. Elle vise à autonomiser toute personne handicapée au Bénin. Elle travaille avec dévouement pour défendre les droits des personnes handicapées et à améliorer leurs conditions de vie. Elle a collaboré avec le réseau Wildaf Bénin sur le projet Dedans Dehors, qui est un projet de réinsertion sociale, économique et professionnelle des détenus et ex-détenus handicapés des maisons d'arrêt d'Abomey-Calavi, Ouida, Cotonou et Abomey-Calavi, financé par l'Union européenne. Merci. Alors, Madame l'organisatrice, parlez-nous des partenariats extérieurs par rapport à votre structure. Très rapidement. Oui, merci Madame. Comme partenaire, nous sommes avec le réseau WILDAF, la mairie de Calavi, qui partage également notre vision, celle d'autonomiser les femmes handicapées. Nous sommes également avec l'Organisation des femmes aveugles du Bénin, ainsi qu'avec les institutions de microfinance. Madame la Présidente, dites-nous, quelle est l'importance du microcrédit pour les femmes handicapées? Aujourd'hui, il est important à tout être humain d'être autonome. Et à plus forte raison, les personnes handicapées et particulièrement les femmes handicapées. Elles ont reçu assez de formation et en renforcement de capacités entrepreneuriales. Elles sont déterminées et engagées à être autonomes. Pour cela, il leur faut de financement, de soutien pour faire agrandir leur activité génératrice de revenus. Madame l'organisatrice générale, qu'est-ce que vous avez à apporter de plus? Quelle est l'importance de microcrédit pour vous, femmes handicapées? L'importance pour la femme handicapée
elle est indépendante financièrement, elle a une meilleure intégration dans la société et elle peut créer son propre emploi, elle peut générer des revenus durables. Donc voilà ce que nous voulons, voilà ce qui est de l'importance pour une femme handicapée d'être autonome au plan économique. Alors, Monsieur Julien, je vais m'adresser à présent à vous. Pourquoi les femmes handicapées ont du mal à obtenir les crédits, les microcrédits, si vous voulez, auprès de nos institutions de microfinance? Merci beaucoup, Madame Carole. Il faut d'abord préciser que tout part de la perception du handicap. C'est important de savoir que dans notre société, la personne handicapée est généralement perçue comme un incapable ou quelqu'un qui ne peut vivre que de la charité et de la mendicité. Donc, lorsqu'on considère la personne handicapée comme quelqu'un devant vivre au crochet des autres, il est difficile de lui faire confiance en matière de microcrédit parce que le microcrédit, comment cela fonctionne, ce n'est pas un pain béni qui est donné. C'est de l'argent qui est prêté et qui doit être remboursé. Mais on n'estime pas que la femme handicapée soit capable de fructifier l'argent et de pouvoir rembourser dans le même délai que les autres. Alors, ne pensez-vous pas que ces préjugés sont quand même valables, se justifient, j'allais dire? Bon, ces préjugés se sont justifiés avec le temps, mais au fait, ça reste à l'étape des préjugés. Parce que lorsqu'on a confronté les femmes réellement à des activités de revenus, eh bien, elles ont réussi pour le peu d'expérience qui a été fait sur le terrain, les bonnes pratiques recueillies sur le terrain. Alors, des femmes ont réussi, toutes les femmes qui se sont engagées dans une activité avec les microfinances ont réussi amplement à être à jour et à payer régulièrement au même moment que les autres. Donc, le préjugé ne se justifie pas tant que la femme est renforcée, tant que la femme a de la capacité et tant que la femme a pris conscience de son autonomie. Je pense que la chose la plus importante, c'est la femme elle-même qui défie les préjugés et qui s'épanouit au détriment de tout préjugé et qui se bat pour pouvoir obtenir les mêmes droits que les autres. Et ça, je pense que l'ONG a forcément travaillé dans ce sens-là, a forcément aidé les femmes à prendre conscience de leur capacité, de leur propre potentiel. Et à partir de là, les femmes qui se sont formées mènent réellement des activités génératrices de revenus et vivent pleinement leur autonomie. Et ce n'est que de droits humains bien sûr, que de leur permettre d'accéder au microcrédit sur le même pied d'égalité que les autres. Est-ce que ce doute ne relève pas du fait que la femme handicapée peut être dans l'incapacité de pouvoir payer, de pouvoir rembourser ses sous? Oui. Au-delà des préjugés. Au-delà des préjugés, non, comme je vous l'ai dit, beaucoup ont déjà fait leurs preuves, et beaucoup ont fait leurs preuves. Et des groupements de femmes, des institutions de microfinance qui sont restés partenaires de l'ONG DEDI ont témoigné dans un atelier de plaidoyer qu'ils ont fait l'expérience et qu'elles n'ont pas été déçues. Les femmes ont payé réellement. Ça veut dire que c'est des bonnes pratiques qui existent et qui méritent d'être connues davantage. D'être promues, davantage. Alors, Madame la Présidente, on parle des preuves, on parle des bonnes pratiques. Oui. Dites-nous plus sur ces bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, nous en avons plusieurs. D'abord, nous formons les femmes sur la gestion des activités génératrices de revenus.
nous renforçons aussi leur capacité entrepreneuriale. Nous les sensibilisons elles-mêmes d'aller vers les institutions de microcrédit sans peur, sans crainte, et nous les encourageons aussi dans les prises de décision. Comme bonne pratique aussi, je donne moi ma preuve palpable, moi qui suis ici, j'en ai bénéficié. Il y a assez de groupes qui en ont bénéficié à Padme et à Africa Finance. Ou Africa Finance même, on a été décoré parce que on est reconnu comme meilleur de cette année-là. On a payé sans pénalité et à bonne date. Madame l'organisatrice, avez-vous des pratiques personnelles à vous à partager avec nous sur ce plateau? Oui, comme bonne pratique, nous sensibilisons également les responsables des institutions de microcrédit sur la thématique du handicap, et cela permet une plus grande compréhension, et nous promouvons également l'inclusion. Et voilà un peu ce que je peux ajouter à ce que vient de dire Madame la Présidente. Le gouvernement fait assez déjà pour les personnes handicapées de façon générale et particulièrement à toutes les femmes à travers le microcrédit à l'AFIA. Je voudrais rapidement savoir si les femmes handicapées en bénéficient et si oui, y a-t-il des conditions particulières propres aux femmes handicapées? Oui, avant de répondre à votre question, je tiens à saluer le gouvernement de notre cher président Patrice Talon, parce qu'il œuvre et a beaucoup travaillé pour que toute personne soit autonome. Le microcrédit à l'AFIA, il n'y a pas de conditions particulières. Tout le monde va vers. Mais pour les personnes handicapées, les femmes handicapées, les préjugés qu'il y a font que les femmes n'ont pas le courage d'aller vers. Les femmes n'ont pas aussi l'information qu'il faut pour aller vers. C'est bien vrai que à la télévision, en tout cas, les presses, les publicités passent, mais les femmes n'ont pas le courage d'aller vers parce qu'elles reçoivent tout le temps des discriminations sur le terrain et des agents de ces institutions de microcrédit parce qu'elles aussi n'ont pas reçu de formation sur les droits des personnes handicapées. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais il n'y a pas de conditions particulières. Moi, j'en ai bénéficié à plusieurs reprises. Alors, Monsieur Julien, comment appréciez-vous cet état de choses? Déjà, c'est le gouvernement. Et quand on parle du gouvernement, c'est pour tout le monde, c'est tout le peuple qui est concerné. Et là, donc, il s'agit de toutes les femmes béninoises sans exception. Mais déjà, la femme handicapée a du mal à s'approcher de ces institutions, de ces structures mises en place par l'État. Comment appréciez-vous cela? Alors, je voudrais, pour mieux apprécier cela, que nous voyions un peu ce que c'est que, enfin, comment le processus de construction du handicap. Lorsque la personne en situation de handicap ou lorsque vous vous retrouvez dans une certaine déficience, cela peut être physique, mentale, etc. La première perception que la famille a de vous, c'est que vous êtes incapable et il faut soit vous surprotéger, soit vous différencier. Et dans la surprotection, par exemple, on peut vous démontrer que vous ne pouvez rien faire, donc attendez, on fait tout pour vous. Et ça, les femmes en sont réellement victimes. Et dans ce processus du handicap, nous avons cette différenciation qui consiste à vous mettre à part.
Et là, on vous donne carrément votre place dans l'arrière-cour, où vous n'avez pas vraiment droit à quelque chose, vous n'avez droit qu'à recevoir à manger, droit qu'à, etc. etc. Bon. Donc, tout est fait pour vous. Alors, lorsque vous grandissez dans cet environnement, c'est comme l'araignée qui va prendre le fil dans son environnement pour tisser sa propre toile, n'est-ce pas? Donc, vous prenez de ce que on vous a donné, en vous différenciant, en vous écartant des autres ou en vous surprotégeant, vous prenez de ça pour construire votre propre personnalité. Et là, vous manquez de courage, même si on vous dit, vous pouvez y aller. Vous manquez beaucoup de courage, d'assurance en vous-même. Et c'est pourquoi le renforcement de capacité à ce niveau doit passer par le renforcement de la confiance en soi. Renforcer la confiance de ces femmes-là, à prendre connaissance de leurs propres droits et à pouvoir être actrices de la défense de leurs propres droits. Et ça, c'est un procédé qui prend le temps que ça va prendre. Et donc, si les femmes ne vont pas vers, malgré les publicités, c'est le processus de construction du handicap qu'elles ont subi en famille et qui s'est répercuté certainement sur leur environnement et qui va se répercuter sur leur aptitude et attitude. Et c'est ce que je pourrais dire pour expliquer un peu pourquoi les femmes handicapées n'ont pas le courage d'aller vers. Alors, Madame la Présidente, vous travaillez déjà avec certaines structures de microfinance. Dites-nous, comment avez-vous pu atteindre cet objectif-là? Comment avez-vous pu les convaincre à vous accorder des microcrédits? Oui, merci beaucoup, Madame Carole. Je dirais que ça a pris des années. Ça a pris des années et ça n'a pas été du tout facile. Mais par notre engagement et détermination, on a pu les convaincre et en faisant des essais, parce qu'ils nous ont dit qu'ils vont nous essayer, ils vont expérimenter avec nous ce que ça va donner. Et on les a étonnés par notre détermination et engagement. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, on a très bien remboursé et même on a été primés. Il s'agit de quelle structure? Il s'agissait de Africa Finance. Et Padme, surtout Padme. La première expérience vraiment n'a pas été facile parce que le chargé de prêt que je suis allée rencontrer ne pensait pas, mais il m'a dit, vous aussi, comment vous pouvez solder? Comment vous faites le commerce? Comment vous arrangez? Alors que vous ne voyez pas. Alors que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous vendez? Mais le jour où il était venu voir mon étalage, il était surpris. Et qu'est-ce que vous vendez? Je vendais les produits cosmétiques, les produits de transformation agricole. Et puis, je faisais aussi des perles, les chaussures. Vous-même? Oui, moi-même. Vous ne voyez pas. Et comment arrivez-vous à fabriquer ces produits artisanaux? Ces produits artisanaux, je vais un peu derrière. D'abord, la marginalisation est aussi là. La toute première fois, j'étais allée vers une patronne pour me faire former. Elle était étonnée. Comment vous allez faire? Elle a même parlé devant moi en langue mina. Et nous, drona dono chalo. Ça veut dire? C'est-à-dire que les personnes malades sont très envieuses. Ah bon? Et là, quand j'ai entendu ça, ça m'a fortifiée. Ça m'a fortifiée. Et j'ai Vous aviez envie de lui prouver le contraire de ce qu'elle pensait de vous. De lui prouver le contraire. Et on était plusieurs qu'elle formait. Et parfois, quand je comprends vite ou je scène vite ce qu'elle est en train d'inculquer. Elle dit, une fois que Madame Emile connaît déjà, allez vers elle, elle va vous dire ce que je dis. Et je montre, vous ne voyez pas. Et l'autre voit déjà le fait. Donc, je ne peux plus continuer avec vous. Prenez autre modèle. Donc, je reviens au microcrédit. C'est pareil aussi.
Donc, au moment où il était venu faire le constat et la visite, voilà, il a vu mon étalage, il a été vraiment surpris, très surpris. Et arrivé, je l'ai appelé, il a dit, mais monsieur, maintenant, quand est-ce qu'on peut venir remplir les formalités? Il dit, mais vous êtes où? Venez maintenant tout de suite, on va expérimenter quelque chose avec vous, ce que ça va donner. Et on a fait 6 mois, on a remboursé, on a encore pris autre. Combien de femmes avaient bénéficié dans le temps? C'était 9 femmes. 9 femmes. Oui. Et vous avez pu toutes rembourser les crédits? Toutes remboursées. Et par exemple, si c'est la date 5, on doit rembourser déjà la date 3, nous remboursons déjà. Ou le 2, avant le jour même du paiement. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes organisé au sein d'une structure de façon formelle? Est-ce que la femme handicapée, toute femme handicapée chez elle, peut avoir cette force de pouvoir entreprendre, de pouvoir solliciter ces genres de crédits et de surtout être capable de rembourser? Sinon, on a beaucoup renforcé d'abord les femmes handicapées dans les communautés. Dans les communautés. Même dans leur entourage, dans leur propre maison, on organise des sensibilisations, on va vers elles. Parce que d'abord, avant de sélectionner, parce que nous avons aussi nos critères au sein de notre organisation, et pour sélectionner des femmes qui vont vraiment bénéficier. Des femmes que nous connaissons, qu'elles sont dévouées, engagées, déterminées et qu'elles travaillent. Donc, c'est ces femmes-là que nous choisissons pour qu'elles bénéficient de ces microcrédits-là. Madame l'organisatrice, avez-vous des difficultés à partager avec nous par rapport à l'octroi des crédits par les institutions financières aux femmes handicapées, bien évidemment? Oui, madame. Des difficultés, il y en a et je crois qu'il y en aura. Et quand nous allons vers les institutions de microfinance, les préjugés sont là, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, les discriminations sont là. Il n'y a pas de... On ne nous accepte pas comme il le faut. On pense que nous sommes vraiment limités. Nous ne pouvons pas. Nous sommes souvent confrontés à ces difficultés-là. Il y a également les barrières physiques, l'inaccessibilité des bâtiments. Et les agents ne sont pas aussi formés ou informés sur le droit des personnes handicapées. Ils ne connaissent pas réellement ce qu'il faut faire sur ce plan. Et ça fait qu'on est souvent discriminé, on est souvent frustré, on reçoit des coups. Mais nous essayons de surmonter, puisque nous sommes déjà avertis, nous formons déjà nos femmes, elles sont averties à tout ça, arriver là, mais quand ces phénomènes se produisent, nous essayons de surmonter. De garder le calme. De garder le calme, oui. Ce n'est pas facile, mais nous essayons. Et nous faisons avec. Alors, vous aussi, vous avez bénéficié, des microcrédits. Oui, madame. Vous exercez quoi? Vous faites quoi comme activité génératrice de revenus? Oui, je suis aussi dans la transformation agroalimentaire, oui. Je le fais à titre personnel avant qu'on ne se mette en groupe. Donc, nous travaillons aujourd'hui en groupe. Je suis aussi dans la transformation ou dans la fabrication des produits cosmétiques, les savons durs, les savons liquides et j'en passe et beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui vous permet de solder c'est ça qui vous permet de solder comme toutes les autres femmes? Oui, évidemment. Alors, Monsieur Julien, je reviens à vous. Comment pensez-vous qu'on puisse réellement lutter contre ces préjugés? Alors, pour lutter contre ces préjugés, je sais que c'est un peu complexe et difficile, mais la première chose, c'est qu'il faut
c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire partager ces bonnes pratiques et les faire connaître. Et lorsque ces bonnes pratiques, les vulgariser. Lorsque les bonnes pratiques sont connues, eh bien, la population prend davantage conscience. Et l'autre chose, c'est que les associations doivent être capables d'anticiper le handicap, c'est-à-dire détecter très vite le handicap en famille et pouvoir accompagner les familles. Parce que lorsque la déficience survient, eh bien, la famille, ce n'est pas de leur faute, ne sait forcément à quel sein se vouer. Elle n'a pas un accompagnement qui la rassure, qui dit à la maman, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici la marche à suivre, voici comment vous pouvez apprendre à votre fille ou à votre garçon en situation de handicap les choses basiques, etc. Voici comment vous pouvez être un accompagnateur pour cet enfant-là. Et donc la maman ou le père ne savent forcément à quel sein se vouer ou aller trouver de l'aide, de l'accompagnement. Donc les structures doivent être capables d'anticiper ces questions que se posent forcément les parents, afin qu'en famille, déjà dès la socialisation, la discrimination ne prenne pas place, que les préjugés n'orientent pas le procédé de socialisation de l'enfant. Alors l'autre chose qu'il faut faire, c'est que les centres de formation, les structures de formation doivent également faire connaître davantage ce qu'elles font, ce qu'elles apportent. Parce que ces structures-là apportent beaucoup. Lorsque ces choses sont vulgarisées, je pense que les préjugés seront moindres. Et il faut faire en sorte que les procédés soient également inclusifs. C'est-à-dire les écoles, toutes les structures doivent travailler à être inclusifs. Parce que lorsque je connais le handicap très tôt, lorsque j'ai fréquenté avec quelqu'un qui a le handicap et qui pourtant s'en sort, je deviens un témoignage pour toute personne et je travaille mieux à ne pas discriminer. Donc voilà ce que je pourrais proposer comme solution à ces préjugés. Alors, Madame la Présidente, dites-moi, lorsque vous êtes avec les responsables de ces institutions de microfinance, est-ce qu'il y a des conditions particulières liées à votre handicap? Ou c'est les mêmes conditions que vous remplissez au même titre que toutes les femmes? Oui, je dirais, il n'y a pas de conditions particulières. C'est les mêmes conditions que nous remplissons avec les autres femmes non handicapées. Et c'est pour cela que nous venons sur ce plateau pour que ces institutions revoient ou adaptent nous permettent d'avoir l'accès facile, l'accès plus facile et plus régulier aussi. Plus régulier, plus régulier. Donc, nous n'avons pas une condition favorable ou nous n'avons pas une condition favorable, non. Auprès de ces institutions, non. On n'a pas une condition favorable. Madame l'organisatrice, alors 2 institutions travaillent déjà avec vous. Est-ce que c'est déjà suffisant? Vous pensez que c'est déjà suffisant? Non. C'est la raison pour laquelle nous sommes là également. Nous invitons d'autres institutions de microfinance à adhérer à la cause, à accepter les femmes handicapées ou les personnes handicapées en général quand elles se déplacent vers eux, à nous accompagner dans la lutte que nous faisons. Oui, Madame la Présidente, de façon précise, quelles sont vos recommandations? Oui, avant d'aller à nos recommandations, j'appuie un peu ce que Madame l'organisatrice vient de dire. Oui, nous travaillons avec 2 institutions et nous tendons déjà aussi nos mains
à PEPCO et à MSFP qui emploient même déjà des personnes handicapées. Et c'est nous travaillons, nous tendons déjà nos mains voilà, à ces institutions et qui nous donnent déjà un accord ou une réponse, qui nous ont déjà donné une réponse favorable. Et au fil, dans quelques jours, on va commencer les négociations. Voilà, les négociations voilà. Et autres. Voilà. C'est déjà bien. Maintenant, donc, de 2 structures, vous êtes presque à 4 structures de microfinance qui vont vous octroyer régulièrement, c'est ça, des prêts? Des prêts. Alors, vos recommandations? Nous recommandons que notre plaidoyer soit vraiment pris en compte par ces institutions de microcrédit parce que je sais que le gouvernement de notre nation fait déjà beaucoup et que les institutions de microfinance appuient et regardent dans le même sens que le gouvernement. Et que ces institutions nous permettent d'avoir l'accès facile au microcrédit et de revoir les conditions et de rendre favorable l'accès au microcrédit, d'aménager ces infrastructures et qu'elles soient accessibles pour toute personne handicapée et de mettre à disposition des interprètes en langue de signes pour les personnes handicapées auditives. Dans ces structures-là? Oui, dans ces structures-là, au moins où on sait que on contacte telle personne, on peut avoir d'interprètes en langue de signes et pour qu'elles viennent, pour faciliter la communication entre la femme handicapée et l'institution. Voilà. Merci. Merci à vous, Madame la Présidente. Je viens à vous, Monsieur Julien. C'est vrai que vous parlez peu au cours de cette émission, peut-être parce que vous n'êtes pas trop concerné par la thématique. Mais dites-nous, Monsieur Julien, comment faire évoluer les mentalités des Béninois vis-à-vis des personnes handicapées? Ah oui, ça c'est très important. Je vous remercie pour cette question bien pertinente. Alors, comment faire évoluer? Mais c'est... on ne peut pas... Il n'y a pas une méthode qui nous permettra de regarder dans le marbre et de pouvoir dire systématiquement ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut continuer de faire, c'est ça, ce que vous faites déjà à travers cette émission sur votre télévision. Je vous dis infiniment merci. Déjà sensibiliser. Donc sensibiliser et sensibiliser. Et je dis toujours aux organisations de continuer la vulgarisation des bonnes pratiques. Quels sont ceux qui ont réussi chez vous? Quels sont les talents que vous avez pu détecter? Alors vulgariser. Continuer de vulgariser. Il faut également continuer que l'État prenne le lead dans le domaine. Et je pense que ça se fait un peu plus, que l'État prenne le lead de sensibilisation, d'accompagnement, parce que l'État dispose, par exemple, des structures de formation. Alors, que ce que font ces structures-là soit davantage connu des Béninois, pour qu'on sache que la personne handicapée est capable. La personne handicapée, ce n'est pas celle qui doit rester dans les feux pour la mendicité, ce n'est pas celle qui doit vivre de la charité au bord des églises, mosquées, etc. Mais c'est celle-là qui est apte et qui peut, n'est-ce pas, offrir ses compétences pour le développement de la société tout entière. Le pays en a besoin. Et pour que nous le comprenions, il faut que les modèles qui ont réussi soient davantage connus. Il faut que ce qui se fait dans le domaine soit davantage vulgarisé et que l'État prenne davantage le lead en matière de sensibilisation, de vulgarisation, pour que les préjugés ne viennent pas décourager les efforts de l'État lui-même. Voilà.
Donc voilà ce que je peux dire pour Alors, Madame la Présidente, comment pensez-vous qu'on puisse finir avec les différentes discriminations, surtout par rapport au microcrédit? Pour finir aux discriminations par rapport au microcrédit et des femmes, par rapport à l'octroi du microcrédit aux femmes handicapées, il faut sensibiliser le personnel de chaque institution de microcrédit, les responsables, et réaménager les conditions pour elles et pour qu'elles aient facilement l'accès au microcrédit. Madame l'organisatrice, Madame Onsou, dites-nous, avez-vous quelque chose à ajouter? Comment pensez-vous qu'on puisse arriver à bout des discriminations, surtout dans le domaine de l'octroi des microcrédits aux femmes handicapées? Oui, comme la présidente vient de le dire, il faut sensibiliser que les mentalités pourront changer. Il faut aussi former les agents de ces institutions sur les droits des personnes handicapées. Parce que si ces agents connaissent les droits des personnes handicapées, les discriminations seront moins. On ne sera plus vraiment exposé aux préjugés, aux discriminations. Ils sauront que c'est de notre droit que de venir vers eux, que de venir demander des prêts auprès des institutions. Donc, on peut dire qu'il y a aussi des aménagements raisonnables pour pouvoir permettre aux femmes d'accéder facilement aux infrastructures. Il faut prendre des mesures d'accessibilité également. C'est ce que je peux ajouter. Alors, j'ai bien envie de vous poser une question pratique, parce que je sais que avant qu'on vous octroie les microcrédits, même déjà en tant qu'une femme non handicapée, on vous exige des garanties. Des terrains, des maisons, je ne sais pas, des biens coûteux. Comment arrivez-vous à franchir cette étape-là? Qu'est-ce que vous leur présentez? Merci, madame. À ce niveau, je dirais que nous faisons comme toutes les autres femmes. Nous présentons ce que nous avons. Parce qu'avant d'aller vers ces institutions, nous avons souvent des activités que nous menons déjà qui nous permettent de vivre, oui, d'économiser et de réaliser. Et de réaliser aussi comme toutes les autres femmes. Voilà. Donc, arriver là-bas, quand on nous pose ces conditions, nous mettons en garantie. Tout simplement, vous sortez les garanties pour qu'on vous octroie facilement les crédits. Et quand c'est des groupes, quand nous allons en groupe... Oui, je viens à vous, Madame la Présidente. Oui. Quand nous y allons en groupe, et ces conditions ne sont plus trop exigées, et nous faisons comme toutes les autres femmes aussi. Vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? Oui, ce que je voudrais ajouter c'est ça, elle vient de dire, parce qu'il y a plusieurs produits dans chaque institution. Chaque institution a sa particularité. Et quand on y va en groupe, il n'y a pas de garantie exigée. Mais quand tu es individuel, c'est là, il y a des garanties exigées. Et ce que tu as, tu présentes. Ce qu'on te demande, tu présentes. Alors, Monsieur Julien, quels sont les défis spécifiques auxquels les femmes handicapées sont confrontées dans le domaine socio-professionnel et économique? Dans le domaine socio-professionnel et économique de façon générale, la femme handicapée est confrontée premièrement à l'accès
à la formation pratique professionnelle qui va l'autonomiser. Cet accès-là n'est pas simple. Les structures qui offrent des formations ont des offres très limitées. Le cosmétique, tissage aux chaises, alors que il y a bien d'autres domaines comme le perlage, comme vous allez voir que la présidente a témoigné qu'elle le fait, et bien d'autres domaines que ces structures, la couture, et bien d'autres domaines que ces structures pourraient investir et qui pourraient permettre à diversifier un peu les activités de formation, en matière de formation. Et donc, il faut déjà ça. L'autre chose au plan socio-professionnel, c'est que la femme n'a pas la possibilité de faire de longues études. Si vous voyez, très peu de femmes handicapées ont pu faire de très longues études académiques, etc. Alors, parce que la discrimination ne permet pas de les choisir, ils ne sont pas des choisis en matière d'enfants. Si vous voyez, quand vous prenez une famille où on lui dit voici un enfant en situation de handicap et voici un enfant qui n'est pas en situation de handicap, sur lequel il faut investir. Le choix est vite fait. Alors le choix est vite fait. L'enfant qui n'est pas en situation de handicap reçoit toute l'attention et reçoit tout l'investissement de la famille. Parce qu'on se dit que l'enfant en situation de handicap ne pourra pas apporter quelque chose à la famille demain. Et de plus en plus aussi, le chômage qui est endémique au sein de cette population-là ne facilite pas les choses parce que ça fait parfois un contre-témoignage pour les parents qui se disent, mais on en connaît, mais ils sont tous à la maison, etc. etc. Donc, aussi, l'accès au microcrédit, comme on est en train de le débattre là maintenant. Et là, je pense que il faut non seulement sensibiliser les femmes, mais il faut aussi que les conditions soient réaménagées. Ça, c'est purement juridique. C'est le gouvernement qui est interpellé, c'est même la CEDEAO qui est interpellée pour réaménager un peu les conditions pour les microfinances. Parce que on peut bonifier tout au moins le taux d'intérêt, par exemple. On peut rallonger tout au moins le délai, par exemple. On peut supprimer la barrière de garantie, par exemple, ainsi de suite, pour la femme handicapée. Mais pour faire cet aménagement, c'est bien un acte juridique. Est-ce qu'il faut d'abord attendre l'État afin d'obtenir une particularité, une facilité, une faveur vis-à-vis de ces femmes-là? Ce n'est pas qu'il faut forcément attendre l'État, mais les institutions de microfinance vont vous dire qu'ils sont sous la loi, n'est-ce pas, de l'État, qu'ils sont sous la loi du système bancaire de toute la sous-région. Voilà. Et donc, ils ne pratiquent que ce que la loi leur dit de pratiquer. Et donc, ils vont opposer leur refus, ils vont soutenir leur refus par rapport à la loi. C'est pourquoi je parle de ce qu'il faut aller jusque là-bas. Ça veut dire que c'est une grande démarche de plaidoyer que l'ONG DEDI doit pouvoir entreprendre. Et je pense que c'est un chantier très vaste pour lequel des partenaires doivent être prêts à le soutenir pour aller loin dans cette démarche-là. Parce que c'est important que le mécanisme juridique qui gouverne ces institutions-là donne le droit à ces institutions de définir des conditions particulières pour la femme handicapée. Parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes forces en matière d'action, les mêmes chances en matière de commercialisation que les autres. Même dans le système de commercialisation, la discrimination y est. Parce que lorsque vous voyez une femme handicapée et une autre femme valide qui vendent les mêmes choses, des gens préféreront aller vers la femme non handicapée. Non handicapée. Parce qu'on dira que voilà, elle aurait pris beaucoup plus de soins, etc. Toutes les préjugés dans ce sens ne facilitent pas non plus la commercialisation ou l'exercice de l'activité de l'AGR de la femme. Et pour
Et pour ça, tenant compte de ça, les conditions doivent être réaménagées de sorte à permettre à la femme non seulement d'avoir accès au microcrédit, mais de pouvoir l'utiliser pour l'épanouissement de son activité génératrice de revenus. Donc, moi, je pense que, et ça, les États ou notre gouvernement doivent y penser pour aider les institutions de microfinance à définir des conditions particulières qui favorisent le développement des activités de revenus de la femme en situation de handicap. Quelles sont les actions que mène l'ONG DEJI pour contribuer ou relever au plan culturel et politique ces défis? Oui, l'ONG mène des sensibilisations et forme les responsables des SFD sur le droit des personnes handicapées. Et pour cela aussi, c'est pour cela que nous avons fait ce plaidoyer pour relever sur ce plan, afin que les autorités puissent prendre les décisions et rendre la vie facile aux personnes handicapées, notamment les femmes. Merci à vous, Madame la Présidente. Oui. Nous ne quitterons pas ce plateau sans parler des nouvelles lois, des décrets d'application, des nouvelles lois prises en Conseil des ministres. Déjà, qu'avez-vous à dire? Comment appréciez-vous cette avancée que nous constatons de la part du gouvernement? Monsieur Julien. Alors, merci beaucoup. Je voudrais relever que c'est une avancée notoire. Alors, 5 décrets ont été pris effectivement en Conseil des ministres concernant la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui a été adoptée par le gouvernement béninois en 2017. Alors, oui, ces 5 décrets améliorent d'une façon ou d'une autre la condition de vie de la personne handicapée directement parce que au plan professionnel, l'État s'engage à tout recrutement à intégrer 5% à donner 5% aux personnes handicapées. Alors déjà c'est louable. La deuxième chose qui touche directement également la personne handicapée, surtout au plan professionnel, c'est que l'État s'engage à payer l'épargne sociale, c'est-à-dire à payer à la Caisse nationale de sécurité sociale pour toutes les personnes handicapées qui seraient recrutées par une structure privée. Donc, la cotisation sociale ne relève plus de la structure dès que vous recrutez une personne handicapée, ce qui reste une faveur qui permettant à la structure aux entreprises privées de recruter de plus en plus les personnes en situation de handicap. Et l'autre chose qui va toucher maintenant les structures de formation, c'est l'accompagnement que l'État offre chaque année pour leur permettre. L'accompagnement est technique puisqu'il y aura des évaluations et l'accompagnement est financier puisqu'il y aura donc de l'accompagnement financier pour leur permettre d'acquérir tout le matériel qu'exige leur travail. Et il faut reconnaître également qu'il y a eu des exonérations aussi qui sont faites pour des matériels très sensibles qui sont utilisés par les personnes handicapées. Vous allez constater les tricycles et autres pour les personnes handicapées motrices, la canne blanche pour la personne handicapée visuelle et d'autres choses qui touchent également d'autres types de handicap. Je pense que c'est des avancées notoires et notables qui montrent réellement que le Bénin n'établit pas son plan de développement pour une couche au détriment de l'autre, parce que le plan de développement devra concerner toutes les couches et c'est cela que révèle un peu les adoptions en Conseil des ministres des décrets par le gouvernement que nous avons constaté depuis la semaine passée. Alors, Madame la Présidente, comment ces conditions pourraient impacter vos activités à l'ONG DEJI? Comment appréciez-vous cette avancée notoire, comme vient de le dire Monsieur Julien?
très rapidement. Cette avancée notoire vraiment a réjoui tout le monde depuis la sortie de ce décret-là. Et je sais que ça va faire agrandir et permettre à beaucoup de personnes, à toute personne handicapée, d'être autonome et de s'épanouir. Et aussi sur le plan professionnel, et il y aura des changements parce que au 5%, c'est pas beaucoup, mais c'est pas aussi peu, 5%. Et je pense qu'à chaque recrutement ou par année, on reçoit au moins 5 à 10 personnes handicapées. D'ici 10 ans, 20 ans, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de personnes handicapées en chômage. Quelques mots pour conclure cette émission. Merci beaucoup. Et je remercie Eden TV de nous permettre d'être ce plateau. Remercie nos différents partenaires. Making It Work, qui est notre partenaire technique et financier, Making It Work de Handicap International. Nous remercions aussi la mairie d'Abomey-Calavi qui nous soutient dans toutes nos initiatives et l'organisation des femmes aveugles du Bénin, le réseau WILDAF et tous nos partenaires qui nous soutiennent et nous accompagnent dans ce plaidoyer. Merci. Madame l'organisatrice, que pensez-vous déjà de l'avancée à travers la prise des décrets très rapidement et également votre mot de fin? Bon, par rapport à l'avancée, je ne peux que aussi applaudir comme mes prédécesseurs. Le gouvernement vient de faire un bon travail que toutes les personnes handicapées au Bénin saluent aujourd'hui. Par rapport à mon mot de fin, je dis merci à Eden TV, merci à tous nos partenaires, tous ceux qui nous soutiennent, à tous les acteurs clés de la société qui travaillent à nous accompagner dans cette lutte que nous menons. Merci également à toutes les femmes handicapées qui ont le courage d'aller vers les institutions de microfinance. J'adresse mes sincères félicitations également aux responsables de ces microfinances qui nous accompagnent déjà et à ceux qui restent à venir. Merci. Merci à vous, Madame l'organisatrice de l'ONG DEDJI. Et c'est déjà la fin de cette émission. Le temps, ça passe vite. J'espère que nous avons pu débattre de l'essentiel. Et c'est l'essentiel, je crois que c'est votre plaidoyer à l'endroit des autorités gouvernementales et de la sous-région afin que les femmes handicapées puissent avoir un accès facile au microcrédit. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de continuer par rester en notre compagnie. À très bientôt.